Bienvenue à tous, c'est Info Soir. Voici les titres de ce mercredi. Une délégation marocaine se rendra à Genève pour participer demain et vendredi à une deuxième table ronde organisée par Horst Köhler, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara marocain. La délégation sera conduite par le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita. L'ère du digital en débat à la 52e conférence des ministres africains des Finances. Le Maroc accueille pour la première fois depuis son retour au sein de sa famille institutionnelle africaine cette conférence qui va durant une semaine se pencher sur la digitalisation. Un exercice de gestion de crise grandeur nature à Fès en matière de sûreté et de sécurité aéroportuaire à travers la mise en œuvre d'un scénario secret basé sur une série d'événements. Cette simulation a permis de tester les capacités d'intervention en cas de crise. Nouvelle génération, la bande dessinée arabe aujourd'hui, c'est le titre d'une exposition qui s'est ouverte hier à l'Institut français de Kénitra en présence de nombreux BDistes. Tous témoignent avec force, humour et acuité de la situation sociale et politique dans leur pays. Madame, Monsieur, bonsoir. Une délégation marocaine se rendra à Genève pour participer demain et vendredi à une table ronde organisée par l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara marocain. C'est la deuxième table ronde à laquelle le Maroc participe aux côtés de l'Algérie, du Polisario et de la Mauritanie. La délégation marocaine sera conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita. Les développements avec Emina Mkhal. C'est sur invitation de Horst Köhler que se tient cette deuxième table ronde à Genève. Pour répondre à l'appel de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara, une délégation marocaine participe à partir de demain à ces discussions. Elle sera conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, et composée de Omar Hilal, représentant permanent du Royaume du Maroc auprès des Nations Unies à New York, des présidents des régions Laayoune Sarki al-Hamra et Dakhla Ouad Dahab, Sidi Hamdi Ould Rachid et Injal Khtad, et enfin de Fatima Al-Adli, acteur associatif et membre du conseil municipal de la ville de Smara. Cette délégation participera à ces nouveaux pourparlers aux côtés de l'Algérie, du Polisario et de la Mauritanie, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Une table ronde qui se tient conformément aux dispositions de la résolution 2440 du Conseil de sécurité adoptée le 31 octobre 2018. Elle précise que la finalité du processus politique est de parvenir à une solution réaliste, pragmatique et durable qui repose sur le compromis, toujours selon la diplomatie marocaine. L'objectif est de travailler de manière constructive avec l'envoyé personnel tout au long de la durée du processus afin qu'il aboutisse, d'après le communiqué des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Et en Algérie, le parti au pouvoir, le Front de Libération Nationale, a annoncé son soutien au mouvement actuel. Les militants du FLN soutiennent pleinement le mouvement populaire de contestation par lequel le peuple a demandé à travers des marches gigantesques le changement. C'est ce qu'a déclaré Moued Bouchareb, coordinateur du parti. Le peuple a parlé sans aucune équivoque et les militants du FLN travailleront pour arriver au but escompté. Suivant un plan clair, il faut se mettre autour d'une table de dialogue pour arriver à une Algérie nouvelle, a-t-il également souligné. En Afrique australe, les secours sont dépassés par l'ampleur de la catastrophe provoquée par le cyclone Idai qui a fait au moins 300 morts. 6 jours après le passage de l'une des pires tempêtes dans la région, des milliers de personnes sont toujours bloquées sur des toits et des arbres. Le cyclone qui a provoqué des glissements de terrain et des inondations a fait au moins 200 morts au Mozambique et une centaine au Zimbabwe voisin. Mais le bilan pourrait dépasser le millier de morts au Mozambique selon le président qui a décrété 3 jours de deuil national. L'ère du digital en débat à la 52e conférence des ministres africains des Finances. Le Maroc accueille pour la première fois depuis son retour au sein de sa famille institutionnelle africaine cette conférence qui va, durant une semaine, se pencher sur la digitalisation et son impact en termes d'amélioration des politiques budgétaires, de promotion du commerce et de développement des pôles privés au sein des pays du continent. Reportage Mohamed Najib, le récit est de Issa Chakri.
L'évolution de la situation économique et sociale en Afrique est au cœur du débat de ce congrès qui a réuni une centaine d'experts africains des finances. Cette rencontre a permis d'évaluer l'apport du numérique aussi bien au développement des échanges économiques du continent que sur le plan du renforcement des politiques budgétaires nationales. 3 principaux sujets sont au programme, le budget des États, le renforcement des échanges commerciaux et enfin le rôle du secteur privé. Les problématiques soulevées seront traitées sur la base des opportunités qu'offre aujourd'hui la numérisation. La budgétisation, l'implication du secteur privé, l'économie numérique sont autant de domaines qui font partie de notre catalogue de cours et pour lesquels nous apportons une assistance aux pays africains dans le renforcement de leur capacité nationale. Ce congrès a également été l'occasion de présenter le rapport économique sur l'Afrique qui traite des politiques fiscales au service du développement durable du continent. De plus en plus, les pays africains sont convaincus que le financement doit d'abord provenir des ressources internes. Les ressources internes, c'est d'abord la fiscalité, c'est l'essentiel d'ailleurs des ressources des pays. Créée en 1958, la Commission économique pour l'Afrique est l'une des 5 commissions régionales du Conseil économique et social des Nations Unies. Elle a pour mandat d'appuyer le développement économique et social des États membres, d'encourager l'intégration régionale et de promouvoir la coopération internationale pour le développement de l'Afrique. Direction à présent l'aéroport de Fez pour un exercice de gestion de crise grandeur nature en matière de sûreté et de sécurité aéroportuaire à travers la mise en œuvre d'un scénario secret basé sur une série d'événements chronologiques. Cette simulation a permis de tester les capacités d'intervention en cas de crise et d'évaluer le système de sûreté et de sécurité de l'aviation civile. Reportage Sarah Jabri et Alaïd Elhmini. Sur le tarmac de l'aéroport Fez, un dispositif sécuritaire important est déployé. Prise d'otages, cellule de crise, négociateurs et une opération commando pour libérer les passagers. Tel est le scénario de l'exercice de gestion de crise baptisé Fez 2. C'est un exercice qui se fait pour répondre aux exigences et recommandations, que ce soit nationales ou internationales, de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Et il se fait en coordination avec l'ensemble des intervenants, les services de sécurité, la police, la gendarmerie, la douane, mais aussi les autres usagers tels que les compagnies aériennes. L'intérêt de cet exercice est de tester les capacités d'intervention en cas de crise et d'évaluer le système de sûreté et de sécurité mis en place au niveau de cette plateforme aéroportuaire. Une simulation grandeur nature qui s'est déroulée en présence d'observateurs de l'Organisation de l'aviation civile internationale. C'est un exercice de type général recommandé chaque 2 ans, mais nous organisons aussi des exercices partiels. Tout cela a pour objectif d'évaluer, réajuster et mettre en œuvre le plan d'action des équipes de gestion des crises. Des exercices similaires ont été organisés par l'Office national des aéroports à Tanger, Agadir et Casablanca pour améliorer et standardiser les procédures, les mesures et les dispositifs de sûreté des grandes plateformes aéroportuaires marocaines. À Merzouga, les propriétaires de plusieurs bivouacs sont en colère. Ils dénoncent une décision des autorités locales à l'approche de la haute saison. Leurs bivouacs risquent en effet d'être démantelés car ils ne répondraient pas au cahier des charges. Pour en savoir plus, nous avons essayé de joindre le conseil provincial du tourisme de Rachidia, mais notre demande est restée sans réponse. Reportage Abd Samad Ta'am sur un récit de Amina Ben Khalq. Au beau milieu des dunes de Merzouga, ce campement touristique est l'endroit idéal pour des exercices apaisants de yoga. Mais pour les propriétaires de ces bivouacs, la détente et la relaxation laissent place à une inquiétude croissante, celle de voir ces hébergements bientôt supprimés malgré leur succès auprès des touristes. Ce genre d'endroit est apaisant et c'est très agréable de contempler l'horizon ici, c'est magnifique. Les réservations, nous avons plusieurs réservations et nous ne savons pas comment réagir. Où est-ce que nous allons loger tous ces touristes? Ils sont nombreux à venir ici et nous n'aurons pas d'hébergement lorsque ces tentes n'existeront plus. L'activité bivouac est tenue au respect d'un cahier des charges, un document qui aurait été élaboré sans consultation des premiers concernés, les promoteurs touristiques.
Nous avons un total de 200 bivouacs qui génèrent 2000 emplois directs. Malheureusement, nous avons été exclus de l'élaboration du nouveau cahier des charges que nous n'avons même pas pu consulter. En plus de cela, nous sommes pris de court par ces décisions soudaines de supprimer ces campements en cette période de pic touristique. Pour y voir plus clair, nous avons tenté de joindre le Conseil provincial du tourisme d'Al-Rachidia. Des messages restés sans réponse. En attendant, les touristes continuent de se prélasser au soleil dans ces campements touristiques désormais éphémères. À présent, cette véritable interrogation, comment l'affaire Omar Ded ou comment un meurtre commis il y a 28 ans continue de fasciner les chroniqueurs judiciaires. Rappelez-vous, en 1991, une riche veuve de Mougins, dans le sud de la France, a été retrouvée sauvagement assassinée. À côté d'elle, écrit de son sang sur une porte la phrase « Omar m'a tué ». Le jardinier de Ghislaine Marchal, Omar Ded, est immédiatement arrêté. Il sera condamné pour le meurtre de sa patronne à 18 ans de prison. Enquête bâclée, éléments de preuve insuffisants. Une affaire qui a scandalisé aussi bien en France qu'au Maroc. Omar Ded, qui a été partiellement gracié, continue aujourd'hui encore de clamer son innocence et demande la révision de son procès. Et il se pourrait bien que ce soit la science qui réussisse à le disculper puisque des expertises ont révélé la présence de 4 ADN différents. Des explications dans ce reportage de Yassine Gouindi sur un récit de Salima Benabou. Voici sans doute l'un des hommes qui connaît le mieux l'affaire Omar Ded. Roger Marc Moreau, criminaliste enquêteur, avait été mobilisé dès 1994 par la décence du jardinier marocain pour explorer les différentes pistes qui permettraient d'élucider les circonstances du meurtre de Ghislaine Marchal, assassinée dans sa ville de Mougins en 1991. Omar m'a tué, la phrase restera sans doute encore longtemps dans les annales judiciaires. Écrite 2 fois, du sang même de Madame Marchal, mais sans aucune certitude que ce soit bien elle qui l'ait écrite et qui ait commis cette faute de grammaire qui la caractérise. Mais il se pourrait bien que ce soit cette même phrase qui disculpe un jour définitivement le jardinier marocain. Après des années de procédures et de relance, le sang a été examiné et il a été découvert que 2 ADN masculins y ont été retrouvés. De nouveaux prélèvements sont réalisés sur les portes en 2015. Cette fois-ci, ce sont 4 ADN différents, dont 2 complets qui sont identifiés. 4 ADN, 2 ADN mélangés sur les inscriptions en lettres de sang Omar m'a tué et Omar mat. Également 2 autres ADN sur l'arme du crime, c'est-à-dire le chevron qui avait servi au meurtrier à frapper Madame Marchal. Obligatoirement, le meurtrier a laissé son ADN. Les ADN découverts ne correspondent pas, aucun ADN ne correspond au jardinier Omar Haddad. Ça ne peut donc déjà pas être Omar Haddad, le meurtrier. Ça nous donne déjà le motif de déposer une requête en révision que va obligatoirement déposer Maître Sylvie Novakovic, son avocate actuelle. Reste à opérer des comparaisons de ces ADN et à les entrer dans le fichier national des empreintes génétiques. Mais les procédures s'enlisent. Maître Sylvie Novakovic, avocate de Omar Ded depuis 2008, prend son bâton de pèlerin et saisit le procureur général de Nice en juillet 2018 pour qu'il fasse de nouvelles analyses et de nouvelles expertises. La semaine dernière, ce même procureur général a déclaré que 2 comparaisons ont été réalisées mais qu'elles n'auraient rien révélé. La question est, de quelle comparaison s'agit-il? Et c'est là tout le problème soulevé par la défense de Omar Ded. Et Nejwa El-Haïté partage les mêmes convictions. La militante associative a entamé un véritable marathon diplomatique aux côtés de Jean-Marc Moreau pour informer et mobiliser les responsables marocains, la société civile et l'opinion publique marocaine. L'affaire Omar Haddad, Omar Haddad est un franco-marocain et donc on ne peut être que sensible à cette affaire-là. Et la justice, elle doit pas être à double vitesse. Elle doit être aussi bien pour les ressortissants français que les ressortissants marocains. Et nous croyons en la justice française. Et il est important pour nous aussi de mobiliser nos compatriotes marocains parce qu'on sait très bien que cette affaire les a touchés profondément. Et il est important de les mobiliser pour aussi faire bouger les choses en France. Margot Derisbourg, journaliste, sait à quel point la mobilisation de la presse peut être décisive.
En effet, on pense qu'il est capital et nécessaire de remobiliser la presse en ce moment, vu tous les rebondissements de l'affaire qu'il y a ces derniers temps. Alors en effet, certains journalistes suivent déjà l'affaire de près parce que c'est une affaire qui leur tient profondément à cœur. En revanche, je remarque au fur et à mesure de mes relances que certains journalistes pensent que l'affaire est close, qu'après tout, M. Omar Haddad a été gracié, donc c'est pas forcément nécessaire de creuser plus loin. Omar Haddad, un coupable trop idéal, une enquête bâclée menée à charge, d'autant plus qu'aucune des autres pistes n'a été exploitée par les gendarmes. Omar m'a tué, cette phrase qui l'a longtemps incriminé à tort pourrait un jour l'innocenter. Dans l'attente des résultats de la contre-expertise ADN obtenue en juillet dernier et d'une possible révision de procès, Omar Haddad espère un jour que justice lui sera rendue et que les véritables auteurs de l'assassinat de Ghislaine Marchal, qu'il disait aimer comme une seconde mère, soient finalement jugés. Nous terminons avec Nouvelle Génération, la bande dessinée arabe aujourd'hui. C'est le titre d'une exposition qui s'est ouverte hier à l'Institut français de Kénitra en présence de nombreux BDistes. L'exposition montre les œuvres d'une cinquantaine d'auteurs provenant du Maroc et d'autres pays, et de tous les pays arabes. Tous témoignent avec force, humour et acuité de la situation sociale et politique dans leur pays. Ce sont des images de Mouloudi Zindine sur un récit de Samia Habis. À Kénitra, 50 bédéistes du monde arabe exposent leurs œuvres. Du Maroc au Liban, en passant par la Tunisie, ils évoquent la vie sociale et culturelle de leur pays avec humour, mêlant tradition du dessin arabe aux esthétiques des bandes dessinées occidentales. La différence entre la bande dessinée arabe et la bande dessinée d'autres pays, je dirais, c'est de fusionner les cultures, d'avoir la touche qui vient aussi de la calligraphie, du dessin dans toutes les cultures de ces pays. Le Maroc est entre autres représenté par Rebel Spirit, dont les bandes dessinées croquent avec humour et talent le quotidien des Casablancais et les aventures de son héros le Madani. L'artiste œuvre depuis 2013 pour rendre la BD plus visible au Maroc. La plupart des artistes travaillent de manière spontanée dans ce domaine sans recevoir aucune aide financière. L'exposition, initiée par l'Université américaine de Beyrouth, a voyagé l'année dernière au Festival de la bande dessinée d'Angoulême et va faire le tour des instituts français du Maroc jusqu'au 30 mars, l'occasion de rappeler que le 9e art n'est plus associé à un public juvénile et rayonne désormais dans tous les univers. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. Une délégation marocaine se rendra à Genève pour participer demain et vendredi à une table ronde organisée par Horst Köhler, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara marocain. C'est la deuxième table ronde à laquelle le Maroc participe aux côtés de l'Algérie, du Polisario et de la Mauritanie. La délégation sera conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourreta. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Massaïa vous sera présenté par Hicham Garfaoui. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h15. En attendant, portez-vous bien. Excellente soirée à tous.